Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous et de rester avec nous. On a vu dans le film qui vient de vous être projeté, Total Trust, une illustration extrême de la manière dont les technologies numériques peuvent être instrumentalisées à des fins d'oppression et de contrôle social. On sait aussi à quel point la tendance est lourde d'usage du numérique qui menace les droits et libertés de manière très différentes selon bien des modalités, à bien des niveaux, en matière de surveillance en particulier. C'est notamment de ça dont on va parler ce soir, mais aussi plus généralement d'intelligence artificielle, de ce qu'elle est, de ce qu'on en fait, de ce qu'on peut en faire, de ses risques, des moyens d'y faire face. Je vais accueillir avec nous Peggy X. Peggy qui est donc directrice de la division de l'engagement thématique des procédures spéciales et du droit au développement du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Vous avez aussi travaillé avant ça à Human Rights Watch comme directrice du plaidoyer mondial et vous avez aussi été membre de la mission des Nations Unies au Kosovo, entre autres choses. Avec nous également Olivier Allais, ingénieur en informatique, coordonnateur de programme droit et accès numérique à l'Union internationale des télécommunications, l'UIT. Vous avez aussi travaillé à l'Agence française de développement sur des projets numériques en Afrique francophone, en particulier au Mali et au Burkina. Et à distance, va-t-elle apparaître, Suzy Allegre, avocate spécialisée en droits humains qui a travaillé pour Amnesty International, les Nations Unies et l'Union Européenne notamment, qui est aussi auteure et qui a publié en 2022 Freedom to Think et bientôt apparaître en mai Human Rights Robot Wrongs, Being Human in the Age of AI, autrement dit, rester humain à l'ère de l'intelligence artificielle. Une première question peut-être, puisque je le disais, on a vu là une version effectivement extrême d'un usage oppressif des technologies. Je me souviens qu'il y a pas loin de 15 ans, au moment des printemps arabes, l'heure était plutôt à l'optimisme et sans doute excessif d'ailleurs. Il était plus souvent question du potentiel émancipateur des technologies et de l'Internet. Peggy X, est-ce qu'il y a eu une forme d'aveuglement peut-être sur les effets des technologies numériques, et est-ce qu'on est à l'inverse aujourd'hui dans, on va dire, une forme de prise de conscience de la nécessité d'y réfléchir et de réguler? Merci, c'est un plaisir que d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet brûlant. Effectivement, oui, j'étais chez Human Rights Watch pendant les printemps arabes et je me souviens bien de cette idée que nous avions du fait que, effectivement, nous pouvions suivre l'information pour comprendre ce qui se passait. Nous suivions la situation en matière de droits humains et en temps réel, nous pouvions voir ce qui se passait dans une situation terrible. Nous y croyons, je dois te dire. Nous pensions que la technologie allait nous sauver. Mais aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que la technologie pourrait bien nous détruire. Donc mon message fondamental ici, c'est que peut-être qu'alors nous avons été trop optimistes et peut-être sommes-nous trop pessimistes aujourd'hui. Mon travail, c'est aussi de réfléchir à tout ce que la technologie peut nous aider à faire en matière de droits humains pour faire porter la voix des gens. Et parallèlement à cela, nous l'avons vu dans le film et nous en parlerons ce soir également, il y a énormément de risques inhérents aux nouvelles technologies. On est passé d'une vision finalement très idéalisée des technologies à une vision peut-être aujourd'hui radicalement inverse. On parle beaucoup d'une espèce de tech backlash ou de désespoir aussi, d'une certaine manière, de beaucoup de militants des droits et libertés qui ont vécu, qui ont eu en tout cas cet espoir et qui ont eu le sentiment que beaucoup de choses se refermaient. Oui, alors je pense que cela se fait par vagues et c'est un point que j'ai mentionné dans mon livre. Nous l'avons vu dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale, la Charte des Nations Unies, la Déclaration des droits de l'homme. Et on a vu dans les procès de Nuremberg
quelqu'un nous dire que le danger d'être dirigé par une technocratie menaçait tous les pays du monde. Et ça, c'était dans les années 40. Si on regarde ce qu'a dit George Orwell dans 1984 sur l'utilisation des technologies et leur mauvaise usage, c'est quelque chose une idée qui était déjà là à la première moitié du XXe siècle. J'ai vu, pour ma part, le fait que la technologie était une médaille avec deux côtés. Effectivement, tout ce qui est positif, mais aussi des documents qui peuvent être volés. Tout dépend à qui vous parlez finalement. Mais je me souviens également, la première fois que j'ai eu un iPhone, ça m'est pas venu à l'esprit le fait qu'on pouvait me suivre avec cet iPhone. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui semble évident. Nous sommes à un point où nous pouvons réfléchir aux technologies que nous utilisons et la manière dont le secteur privé, le secteur de la technologie peut tirer parti de notre utilisation de ces technologies et nuire à nos droits humains. Qui se sont peu à peu imposés dans le langage courant. Je pense à Big Data, par exemple, ou mégadonnées en français. Algorithme, qui est un mot qu'évidemment les informaticiens connaissent depuis des décennies, mais qui est entré aussi, là encore, dans le débat public. Intelligence artificielle, on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle générative. Quand on parle d'intelligence artificielle, de quoi on parle et en quoi c'est une rupture par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Et on a déjà connu des ruptures. L'Internet était une rupture. Mais là, beaucoup de gens disent qu'on est encore dans un nouveau passage de cap. Merci. Oui. En effet, on est dans une nouvelle rupture et depuis 2017 exactement. Et pour répondre un peu à ce qu'est l'intelligence artificielle, avant tout, c'est un algorithme. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? On peut se poser quand même que cette question-là. Une recette de cuisine, c'est un algorithme. Quand je fais des crêpes et quand je mets des œufs, de la farine et du lait, et ensuite que je mets ça dans ma poêle, et ben c'est un algorithme. Et ça, c'est un algorithme ouvert. Là, je viens de le décrire, c'est un algorithme ouvert. Si quelqu'un a envie de remplacer ma farine de blé par de la farine de sarrasin, il est libre de le faire. Et on a un algorithme ouvert, mais chaque fois qu'on va le redémarrer, ça va être à peu près pareil. Et on a des données. On a des données, ça va être des œufs, de la farine, du lait. On peut mettre un peu de bière, chacun peut le faire, et on peut changer les données. Ensuite, quand on est arrivé dans le monde du big data, on avait aussi des algorithmes un peu comme je viens de décrire, donc des choses qu'on peut relancer, qui sont relativement figées, qui allaient analyser énormément de données. On a fait ça aussi, par exemple, sur l'ancêtre de l'intelligence artificielle qui s'appelait les systèmes experts. Les systèmes experts, c'était des algorithmes, j'ai envie de dire classiques, qui allaient en fait analyser énormément de données. On a cherché par exemple à les utiliser pour remplacer des médecins à une époque. On a fait ce rêve-là il y a 15-20 ans où on s'était dit, on va essayer de poser énormément de questions à des médecins, on va les mettre en fait dans des bases de données et on va faire des algorithmes qui pourraient peut-être remplacer les médecins. Alors non, en fait, ça n'a pas vraiment marché, et à part sur des choses relativement basiques. Quand je parlais tout à l'heure de 2017, ce qui s'est passé, là, je vous parlais un peu de l'algorithme classique, et là, on a commencé à avoir des algorithmes qui étaient capables, en fait, de s'auto-générer. Et c'est là où, en fait, on est rentré totalement, en fait, dans une rupture, c'est qu'on se retrouve, en fait, aujourd'hui avec des algorithmes qu'on n'est plus vraiment... On peut, même s'ils sont open source, on peut continuer à les lire, mais c'est-à-dire que l'ingénieur aujourd'hui ne va pas chercher en fait à les coder, mais il va faire ce qu'on appelle du fine tuning et qui va qui va tester en fait l'intelligence artificielle et suivant les biais en fait qui vont remonter, qui vont réussir à l'adapter plus ou moins. Alors ça peut être très bien dans certains cas, l'intelligence artificielle, on peut le voir à l'UIT par exemple, on a des groupes de travail sur l'intelligence artificielle et les catastrophes naturelles. Donc ça nous permet en fait d'analyser des photographies satellites et voir s'il y a des catastrophes naturelles qui arrivent. On a aussi AI avec la santé et analyser également
des photos médicales et voir par exemple s'il y a un cancer qui pourrait arriver. Après, d'un autre côté, il y a plein de choses qui peuvent être assez difficiles à gérer. On le voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle dite générative. Et aujourd'hui, on voit qu'on arrive à produire des photos ou des vidéos où on a du mal à savoir en fait si elles ont été faites par un être humain ou si elles ont été faites par une intelligence artificielle. Alors on se dit qu'on voudrait mettre dedans ce qu'on appelle des watermarks, c'est-à-dire des espèces de données dans la photo ou dans la vidéo qui vont permettre de certifier ça a été fait par une intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, on n'est pas techniquement encore au point. Il suffirait par exemple que je fasse une vidéo qui a été générée par ChatGPT et que je fasse une impression écran de cette vidéo-là, et j'enlève au final cette donnée particulière qui va me dire que c'est quelque chose qui a été généré par une intelligence artificielle. On cherche, par exemple, sur le ChatGPT, à mettre des systèmes de politique en place, mais dans le dark web, on va trouver au final des intelligences artificielles où il n'y a pas de politique en place, ce qui va faire qu'on va pouvoir, si on veut générer une vidéo particulière d'un politicien, on va pouvoir le faire. Donc c'est un peu ça l'intelligence artificielle, et il y a des choses bien et des choses relativement mal également. Alors justement, Suzy Alegre, dans votre prochain livre, vous donnez beaucoup d'exemples finalement parce qu'on a souvent l'impression que le débat se polarise un peu aujourd'hui entre des gens qui restent très techno-optimistes et pour qui finalement l'intelligence artificielle va régler les grands problèmes de l'humanité, et un discours très alarmiste de menaces quasiment existentielles en fait que feraient peser les IA sur l'humanité. Il y a en fait aujourd'hui déjà beaucoup d'effets plus mesurés mais très présents, et il y en a dans tous les domaines, dans le militaire, dans la justice. Est-ce que vous pouvez nous décrire comme ça de premiers impacts finalement très, très quotidiens et qui font déjà partie de nos vies de ces systèmes d'IA? Alors, lorsque j'ai commencé à regarder à l'IA en détail, c'est que ces menaces existentielles, pour moi, ne sont pas ce qui est préoccupant. Ce qui est préoccupant, c'est comment l'IA est utilisée à l'heure actuelle. Et dans bon nombre de pays dans le monde, y compris ici à Londres où je suis, nous allons avoir des élections cette année avec un accès non réglementé à l'IA générative en particulier, avec la capacité de créer des deepfakes et des outils de propagande à une échelle que nous n'avons jamais connue auparavant. Et c'est quelque chose auquel il nous faut nous attaquer très vite. On a l'impression que ça va être trop grand, trop complexe, trop international pour s'y attaquer. Mais si vous réfléchissez à la manière dont fonctionne la législation, les lois pénales, le meurtre est interdit, ça ne veut pas dire que les gens ne tuent personne, mais ça veut dire qu'on a un arsenal pénal, punitif, avec des limitations sur les ventes d'armes dans certains pays. Donc on minimise les risques d'une certaine manière, et c'est quelque chose que l'on pourrait faire en lien avec l'IA. Regardez par rapport à la démocratie, il sera intéressant de voir comment différents pays décident de différentes réglementations et quelles seront les conséquences d'une violation du droit électoral dans ces différents pays. Maintenant, ce qui me préoccupe le plus par rapport à l'évolution de l'IA, c'est quelque chose que l'on ne voit pas forcément, à moins qu'on soit impliqué là-dedans, c'est les chatbots en tant que compagnons, en tant qu'amis, en tant que partenaires, en tant qu'alternative à l'interaction humaine. Et ça, pour moi, c'est très préoccupant. Qu'est-ce que cela va faire à notre capacité en tant qu'humains à interagir les uns avec les autres, à s'entraider, à faire preuve d'empathie les uns vis-à-vis aux autres? La publicité de ces assistants en tant que solution alternative aux relations, à la psychothérapie, ça pourrait être réglementé dans les pays pour limiter cette utilisation. Comme je l'ai dit auparavant,
On peut établir des lois, ça n'empêche pas les méchants d'agir mal, mais la plupart des gens ne veulent pas violer la loi. La plupart des gens vont essayer d'agir dans le cadre de la loi. Donc il ne faut pas être distrait par les menaces existentielles et le fait que quelqu'un pourrait violer la loi même si elle existe. Il faut faire en sorte que différents domaines soient réglementés, que ces obligations soient opposables et que nos règles fonctionnent dans la pratique. De régulation, mais peut-être avant ça, Peggy X, on le disait tout à l'heure, les menaces sur les droits et libertés que font peser les technologies numériques ne sont pas nouvelles, et on a vu notamment le développement de la surveillance depuis des années, voire même des décennies. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle change à ça? Est-ce que c'est une menace renouvelée, plus importante encore, sur les droits humains? Eh bien, il y a de nombreuses menaces et je suis entièrement d'accord avec ce que Suzy a dit, à savoir que l'on a tendance à se concentrer sur les questions existentielles, mais l'on oublie ce qui se passe au quotidien. L'IA permet tout un tas de choses mauvaises de se produire bien plus rapidement et à une échelle bien plus large. Certaines activités policières que l'on peut voir, qui étaient été limitées jusqu'à présent, sont bien plus importantes du fait des possibilités qu'offre la technologie, avec l'exemple parfait qui est celui de la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale a été utilisée par les forces de l'ordre partout dans le monde, sur la base d'une technologie qui permet de scanner des grandes bases de données pour identifier les gens comme de potentiels criminels. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune réglementation régissant cette technologie. Et puis à quel point est-ce que cette technologie est fiable? 80%, donc 20% des personnes identifiées ne sont pas des criminels. Et il y a eu des cas où cette technologie a mal identifié les gens et les gens ont dû en subir des conséquences très néfastes. Ces technologies sont utilisées pour des systèmes de police prédictifs. On les déploie afin d'identifier des zones qui sont à plus haut risque de criminalité. Et puis il y a des algorithmes qui sont utilisés pour déterminer combien de temps quelqu'un doit passer en prison. Et tout ceci se fonde sur l'idée que l'on peut utiliser un algorithme ou l'IA pour nous aider à faire des choses à une échelle sans précédent en utilisant des données. Mais les jeux de données employés, ça, on l'a montré, contiennent tout un tas de discriminations. Cela vaut tant pour l'IA traditionnelle que pour l'IA générative, qui est la question à l'heure actuelle. Cette question des biais dans les bases de données, c'est un des problèmes majeurs aujourd'hui que posent les intelligences artificielles, y compris parce que, comme vous le disiez, ça n'est pas simple du tout à auditer aujourd'hui. Non, on se retrouve en fait sur des systèmes qui sont difficiles à auditer et en fait on apprend en faisant. Essentiellement. Et c'est là la difficulté, c'est qu'on n'a pas encore vraiment de normes spécifiques pour trouver ces biais. Alors après, c'est ce qu'on essaye de faire, par exemple, à l'UIT actuellement, c'est de ramener de plus en plus en fait le concept de droits humains dans les standards. L'UIT en fait c'est un bureau qui cherche à faire qui fait des standards en fait des standards techniques et où il y a plusieurs groupes en fait qui discutent. Ça peut être de la fibre optique, ça peut être les futurs réseaux de l'internet, mais tout ça en fait incorpore de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est partout. Et donc c'est quelque chose dont on discute beaucoup et forcément dans nos bureaux. Et aujourd'hui, on essaie de voir de quelle manière on va ramener un peu le concept de droits humains jusque dans la technologie. On a des... Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, la liberté d'expression au point de vue technique? Qu'est-ce que ça veut dire la privacité, en fait, au niveau technique? Et c'est tout le travail qu'on cherche à faire actuellement aujourd'hui sur les normes techniques et à réussir à traduire les droits humains, en fait, à un niveau beaucoup plus de standards et essayer de faire, forcément, que ça protège les personnes. Voilà. Suzy Alegre, vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas se laisser, entre guillemets, impressionner par cette idée de menace existentielle et qu'il y avait déjà beaucoup de choses à faire
aujourd'hui, il y a des discussions dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'enceintes différentes aussi sur cette question de l'intelligence artificielle. Il y en a aux Nations Unies, il y en a du côté de l'Union européenne, il y en a évidemment dans les États, pour établir des normes, pour établir des règles, pour établir des législations. De quels outils dispose-t-on aujourd'hui et qu'est-ce qui nous manque de votre point de vue? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait élaborer aujourd'hui pour faire face au sujet dont on discute? Je crois que l'un des gros problèmes dans les discussions sur l'IA et sur la technologie, c'est que l'on a tendance à dire il faut réglementer l'IA. Mais qu'est-ce que cela veut dire en fait? Lorsque l'on regarde les utilisations de l'IA dans certains secteurs, ça aide à comprendre comment pourrait fonctionner la réglementation. On a des outils, un arsenal juridique à disposition. Si l'on utilise l'IA générative dans les documents juridiques, on a vu des cas aux États-Unis avec des avocats qui ont utilisé ChatGPT pour produire des documents qui comprenaient des cas de jurisprudence et qui les avaient inventés. Bon, ça pourrait être facile pour l'ordre du barreau d'établir des règles sur l'utilisation de l'IA générative. Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et ça peut être fait au niveau local, national ou régional. On n'a pas forcément besoin de tout un ensemble de nouvelles règles relatives à l'IA. Et ça, c'est le cas dans tout un tas de secteurs. On n'a pas forcément besoin de réparer l'IA. L'IA est un outil. On a des lois en matière de droits humains. Il faut comprendre ce que cela veut dire en matière d'utilisation des technologies. Dans mon livre précédent, moi, je me focalisais sur la liberté de penser. L'IA peut être utilisée pour savoir ce que les gens pensent, manipuler ce que les gens pensent et comment ils se comportent. Moi, à mon sens, on peut utiliser les droits dont on dispose déjà, le droit à la liberté de penser, l'intégrer dans des lois, dans des règlements, dans des directives pour faire en sorte de traiter des menaces émergentes. Donc, je ne pense pas qu'il faille être excessivement obsédé par le fait qu'il nous faut un règlement international qui couvrirait toutes les possibilités qu'offre l'IA et que tout le monde doit avoir la même chose. On peut d'ores et déjà utiliser l'arsenal qui existe déjà et interpréter la législation que l'on a déjà. Et quel est, dans ce cadre-là, le rôle des grandes institutions internationales? Oh. One more time. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient d'expliquer Suzy? C'est-à-dire qu'on peut aussi prendre les choses presque secteur par secteur. Et dans ce cadre-là, quel est le rôle des grandes institutions internationales? Oh, thanks very much. Sorry. Merci, navré pour le petit souci technique. Je suis entièrement d'accord avec Suzy. Cette approche sectorielle est ce dont on a besoin. On peut commencer avec les domaines qui sont les plus susceptibles en matière de droits humains. J'ai parlé du système judiciaire, des forces de police, là où les droits humains sont en jeu. Et on peut le faire comme l'a décrit Suzy. Notre rôle au niveau des organisations internationales, c'est de conseiller les gouvernements, de travailler avec les gouvernements qui essaient déjà de faire cela. Mais il y a un autre projet que l'on a au niveau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. On essaie de voir ce qu'il en est du rôle des entreprises à cet égard. Il existe un ensemble de normes qui s'appellent les principes directeurs pour les entreprises. Ils disent que les entreprises elles-mêmes doivent comprendre les droits humains, elles doivent étudier leurs produits au moment de leur
déploiement, mais aussi au moment de leur développement, de leur conception, pour essayer de déterminer, avant de commercialiser mon produit, quelles pourraient être ses conséquences. Pensez à quelque chose comme un médicament, les grandes entreprises pharmaceutiques. On part du principe que ces produits vont être testés de manière très robuste avant d'être commercialisés. Bien, la même chose doit se produire avec les nouvelles technologies. Il faut que l'on réfléchisse avec attention aux bonnes utilisations, aux mauvaises utilisations de ces technologies. Les entreprises doivent déterminer comment contrôler ou minimiser les risques liés à ces technologies. Donc, on travaille avec les entreprises pour essayer de les pousser à faire bien plus en matière d'obligations de diligence. Et on parle au gouvernement pour voir s'ils peuvent réglementer ces entreprises pour faire en sorte que cette obligation de diligence soit faite par les entreprises dès lors qu'elles ne souhaitent pas le faire volontairement. Comme l'UIT dans ce débat, parce qu'on sait qu'il y a des... il se dit des choses, il se discute des choses à l'UIT, il se discute aussi des choses dans des enceintes qu'on dit multi-acteurs qui travaillent sur les normes de l'Internet. Comment est-ce que tout ça s'articule avec le débat public sur ces sujets et avec la manière dont aussi les États peuvent discuter entre eux, les discussions avec les entreprises privées, etc. Nous, en fait, au niveau de l'IUT, on est une plateforme. En fait, on a des membres qui sont aussi bien, et c'est assez unique au niveau des Nations Unies, aussi bien en fait des États membres que des sociétés privées. Et donc, ils viennent à Genève régulièrement dans les différents groupes d'études pour essayer de se mettre d'accord sur les prochaines normes. Et la prochaine norme, ça peut être la 6G qui va incorporer de l'intelligence artificielle. Ça peut être discuter également du métaverse. Ça peut être discuter des futures fibres optiques qui vont certainement aussi prendre de l'intelligence artificielle derrière. Donc, on a ce débat-là, en fait, qui se passe à l'UIT. Après, la difficulté, c'est de réussir à trouver un consensus. Parce qu'on peut bien, évidemment bien penser que quand on a 193 États, plus des sociétés privées, plus des universitaires, se mettre d'accord, des fois, c'est relativement compliqué. Et quand on parle de droits humains, ça ne plaît pas non plus à tout le monde. Le terme, pour vous donner une idée, on commence en fait à l'UIT vraiment d'utiliser le terme droit humain. Il y a encore 6-10 mois, j'avais commencé à utiliser human-centric technology, la technologie centrée sur l'humain. Ensuite, on parlait un peu de droit numérique. Mais au final, on est arrivé au fur et à mesure à dire on y va parce qu'on avait quand même aussi du mal à oser par rapport à des États membres utiliser le terme droit humain parce que ça a énormément de signification en fait au niveau des Nations Unies. Ça veut dire en fait qu'il y a des lois, ça veut dire qui sont derrière, qu'il y a des textes en fait et qu'il va falloir appliquer et que aujourd'hui en fait, en tout cas, ça a ouvert une espèce de boîte de Pandore à l'UIT dans les différents groupes d'études et on s'aperçoit qu'il peut en effet avoir des difficultés, où on trouve par exemple pas mal de difficultés aujourd'hui, c'est sur la privacité. Et on a un groupe d'études qui va normaliser tout ce qui est cybersécurité. Et on a des États membres qui sont pas très d'accord de trop pousser les droits humains parce qu'ils ont besoin en fait d'avoir de l'information sur, je ne veux pas dire espionner, mais en tout cas avoir de l'information sur la population et ce qui se passe, parce que s'il y a une bombe qui pète demain à Genève, on veut savoir qui est le coupable. Et c'est un peu leur argument, on peut le comprendre. Et que si on met trop de chiffrement dans la technologie, ça peut protéger aussi les gens qui font du mal. Donc c'est réussir en fait à trouver ce compromis. Et ce compromis, il n'est pas du tout évident parce que là, on parle à Genève. J'ai travaillé longtemps à l'étranger. Quand on est dans un État totalitaire et que, comme on a pu voir dans le film où on traque des journalistes ou des activistes des droits humains, c'est parce que la technologie le permet aussi de les traquer. Et parce que cette technologie en fait n'incorpore pas suffisamment de droits humains. Donc c'est là où en fait c'est quelque chose qui est totalement multifacette. Et c'est ces discussions-là qu'on est en train d'avoir à l'IUT et le débat est en train de monter.
et qu'on a besoin aussi de l'appui évidemment du bureau de Peggy pour définir les droits humains et réussir à les traduire en fait sur des termes techniques. C'est quelque chose d'extrêmement important pour nous parce qu'il faut bien se rendre à l'IUT. Moi je suis ingénieur et 90% des gens là-bas c'est des ingénieurs. Ils n'ont pas vraiment un background de droits humains, ils ont du mal à le comprendre. Et qu'est-ce que ça veut dire la liberté d'expression en fait dans la technologie? Qu'est-ce que ça veut dire l'accès à l'information, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, de quelle manière on le traduit? Et c'est les débats qu'il y a actuellement. Et c'est les débats parce qu'il n'y a pas vraiment aujourd'hui de texte qui va vraiment lier en fait un droit humain en fait à l'application technologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors après il y a des choses qu'on sent et on sent que par exemple, on a un groupe d'études sur tout ce qui est fibre optique et on sait que fibre optique, ben, c'est de l'accès, c'est de l'accessibilité. Alors l'accessibilité, c'est le fait que je peux parler ma langue sur l'Internet. Si je suis en Afrique de l'Ouest et j'ai envie de parler Bambara, et ben ça, c'est aussi un droit. Donc, c'est aussi réussir à traduire ce droit techniquement. Donc, c'est ce que je veux dire par là, c'est on est en train de faire cette traduction et qu'elle touche énormément de domaines. Elle ne touche pas que l'IUT non plus, évidemment. Là, je donnais l'exemple de du langage. Quand on veut encoder un nouveau langage, ben ça ne va pas être l'UIT, ça va être un groupe qui s'appelle l'Unicode. Et ça va être travaillé avec un autre groupe de standardisation qui s'appelle l'IETF. Et quand on veut le mettre, quand on voudrait taper du Bambara dans votre barre d'URL sur votre navigateur, et ben ça va aller encore à un autre organisme qui s'appelle l'ICANN. Donc ça veut dire aussi que amener les droits humains dans la technologie, c'est pas que l'IUT. C'est beaucoup en fait d'organisations qui vont être techniques ou qui vont pas être techniques et on doit travailler ensemble. L'ICANN, si je ne me trompe pas, c'est l'organe qui gère les noms de domaines. Tout à fait. Et l'IETF, c'est l'Internet Engineering Task Force qui est chargé d'élaborer effectivement des normes techniques. Exactement. L'IETF élabore également des normes techniques qui sont beaucoup plus orientées en fait sur le web, ce qui se passe dans le navigateur. L'IUT, on fait aussi de la normalisation, mais ça va être beaucoup plus ce qui se passe derrière, j'ai envie de dire, ce qui se passe dans les grosses infrastructures, dans les réseaux, et voilà, ça va pas être juste l'ordinateur qu'on a en face, c'est vraiment tout ce qu'il y a derrière. Peggy X, est-ce qu'il est possible de trouver des normes communes, un langage commun, et notamment en matière de droits humains et de technologie, alors que les approches peuvent être, et les intérêts aussi d'ailleurs, peuvent être très différents selon les pays, selon les régions? Est-ce que le multilatéralisme est possible en matière d'intelligence artificielle? Yeah, no, I think it's a really important question. Oui, c'est vraiment une question très importante. Comme Olivier l'a dit, la réalité, c'est que beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine des technologies sont ingénieurs ou sont formés aux technologies. Et chez moi, nous avons principalement des juristes. Donc, parfois, nous avons du mal à nous entendre. Mais c'est quelque chose sur quoi nous travaillons effectivement, parce que nous entendons beaucoup de gens du secteur de la technologie qui expriment leurs préoccupations quant aux impacts de leur travail sur les droits humains. Donc, nous travaillons à les aider à mieux intégrer les droits humains dans leur travail. Mais effectivement, oui, c'est comme si nous ne parlions pas la même langue et nous devons nous traduire les uns pour les autres. Nous voulons parler des droits humains d'une manière universelle. Nous avons célébré un anniversaire majeur l'an dernier de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ce sont des articles qui sont extrêmement clairs, qui définissent la condition humaine et le fait qu'il est essentiel que l'humain puisse vivre libre et dans la dignité de ses droits. Et la raison pour laquelle nous mettons autant l'accent sur le caractère utile des droits humains, c'est précisément parce qu'ils sont universels. Ils ne s'appliquent pas qu'à un seul contexte culturel ou une région du monde. Non, c'est un cadre général qui a été accepté
de manière universelle. Il s'applique au droit à l'éducation, au droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté de ne pas être soumis à la torture. C'est un socle sur lequel nous pouvons construire et échanger avec la Chine, les États-Unis et tous les autres pays entre ces deux pays-là. L'idée, c'est vraiment de donner de la substance aux échanges que nous tenons là. Non, je suis d'accord avec Suzy, nous n'allons pas trouver une loi qui gouverne tout cela. Et si nous attendons un traité, eh bien, la technologie va probablement avancer beaucoup plus rapidement qu'un processus normatif international. Mais la question, c'est de savoir comment est-ce que l'on peut intégrer ce socle de droits humains à tout ce qui est fait au niveau mondial, régional, national, comme on peut le voir dans les villes intelligentes, par exemple, on l'a vu dans le film aujourd'hui. Mais ces technologies, à présent, eh bien, on les retrouve dans le système de santé, dans votre accès à la sécurité sociale, dans votre employeur qui examine les candidatures à l'embauche. Il faut voir comment les normes en matière de droits humains peuvent faire en sorte que vos droits soient respectés dans ces processus. En termes de possibilité d'un langage commun et de normes communes sur le sujet, même si tout le monde entend très bien ce que vous disiez sur le fait qu'il faut déjà commencer par faire des choses chez soi, est-ce qu'il y a quand même possibilité imaginons, de textes internationaux sur le sujet? I think there is a possibility, but again, I think it will probably Eh bien, be oui, il y a une possibilité d'avancer en ce sens, mais il va falloir d'abord réfléchir à ce que cela signifie le droit des droits humains, les droits humains internationaux dans ce contexte. La première chose, c'est que le Comité des droits de l'homme formule des commentaires généraux sur l'impact sur les droits relatifs aux droits civils et politiques, par exemple, ou dans un contexte de droit civil. Et ce qui serait utile, c'est de comprendre ce que signifient les droits humains dans ce contexte technologique spécifique. Pour ce qui est d'un traité mondial, c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps, alors que nous avons besoin de réglementation maintenant. Et je pense qu'un traité pourrait presque être une distraction, nous distraire de nos objectifs. Bien sûr, il y a énormément d'efforts qui vont en ce sens dans de nombreuses enceintes un peu partout à l'ONU, mais aussi à l'OCDE, au Conseil de l'Europe. Et il y a des travaux très intéressants qui avancent et qui réfléchissent à la manière dont on peut protéger les droits humains dans ce contexte. Ce sont des travaux qui sont très utiles, mais je ne pense pas qu'il faut s'accrocher impérativement à l'idée d'avoir un traité mondial. Ce qui est urgent, c'est de rendre les entreprises responsables. C'est quelque chose qui sera peut-être faisable à l'échelle de l'UE, mais lorsque les entreprises ont des responsabilités, lorsqu'elles sont son épée de Damoclès de sanctions pénales par rapport aux produits qu'elles mettent sur le marché, alors oui, elles prennent des précautions. Et cela permettrait de vraiment faire avancer les choses et faire avancer la manière dont les entreprises réfléchissent à la sécurité et aux droits humains avant de lancer un produit sur le marché. Et il faudrait également faciliter l'accès à la justice pour traduire en justice les grandes entreprises. C'est quelque chose qui peut s'envisager au niveau national, mais ce genre d'action, eh bien, cela permettrait de changer la donne. Les entreprises commenceraient à bien prendre les droits humains en compte parce qu'elles sauraient qu'il y aurait des conséquences. Donc ça, c'est une piste à creuser. Et bien sûr, il faut continuer à réfléchir à des idées d'ordre mondial et d'orientation mondiale. La question de la responsabilité des entreprises, comment on fait? Je pose la question parce que je vois bien comment, par exemple,
pour réussir à faire appliquer véritablement le règlement européen sur la protection des données, eh ben c'est difficile parce qu'on est face à des entreprises qui ont des armées d'avocats et qui cherchent les trous dans la raquette. Donc, même avec des instruments législatifs bien faits, ça n'est pas si simple. Comment fait-on PEGI-X justement pour que les entreprises qui développent ces technologies, qui développent ces systèmes d'intelligence artificielle, soient véritablement responsabilisées sur ce qu'elles font? Well, it's not an easy question. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre pour toutes les raisons que vous avez évoquées, vous et Suzy, mais on doit faire bien plus. Il y a une chose que l'on doit reconnaître aussi, c'est que on parle beaucoup des GAFAM qui font partie de l'équation, c'est sûr, mais il y a diverses couches de différents types d'entreprises. Il y a les réseaux sociaux, il y a les entreprises de surveillance technologique, et puis il y a tout ce qui est entre ces deux pôles. Il y a tout un tas d'entreprises éparpillées dans le monde qui font tout un tas de choses avec ces technologies. Et parfois, elles sont encore moins engagées vis-à-vis des principes dont il est question ici. Donc il y a différentes couches, différents niveaux. Alors nous, on travaille bien sûr avec les entreprises. Il y a de la pression de la part des consommateurs. Les entreprises veulent faire mieux, même si les entreprises ne le font pas toujours. Certaines disent qu'elles souhaitent davantage de réglementation, mais il faut créer des mesures incitatives qui poussent les entreprises à faire ce qu'il y a de bien. Alors ça peut être davantage chronophage, requérir davantage de ressources financières, mais c'est mieux qu'il y ait des mesures incitatives pour elles, pour qu'elles ne soient pas désavantagées à cause de ce qu'elles mettent en œuvre. Nous devons donc faire en sorte que la législation prévoit ces mesures incitatives. Ceci poussera les entreprises à faire mieux. En même temps, au sein de l'industrie, on parle de co-réglementation, de sorte que les entreprises, mettons les réseaux sociaux, chaque réseau social a ses propres règles, qu'est-ce qu'ils permettent, qu'est-ce qu'ils ne permettent pas. Il pourrait y avoir des normes communes qui seraient mises en œuvre et les entreprises seraient obligées de rendre des comptes par rapport à cela. Et puis les entreprises elles-mêmes, on essaie de faire en sorte de dire publiquement qui fait bien, qui fait mal, ce qui permet aux consommateurs de leur mettre la pression. Et puis on voit aussi les employés des GAFAM qui disent nous, on souhaite être associés à une entreprise qui fait le bien et pas le mal. Un moyen entre guillemets, de pression, ou en tout cas de faire bouger les lignes, y compris vis-à-vis des acteurs privés? Ça l'est. Ça l'est parce que l'UIT en fait rédige des recommandations techniques. Alors, une recommandation n'est pas obligatoire. Mais en fait, si les États membres en fait ont trouvé un consensus, généralement ils vont l'appliquer. Ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, et je croise les doigts là-dessus, c'est que dans un futur que j'espère proche, que les recommandations techniques qui vont sortir de l'ITU vont avoir des considérations sur les droits humains. C'est-à-dire, ce qu'on cherche à faire, c'est former les ingénieurs qui les rédigent à l'importance des droits humains, leur expliquer ce que c'est, et quand ils vont rédiger leurs recommandations, écrire un paragraphe, 2 paragraphes, une page, si c'est possible, sur les droits humains et de quelle manière la technologie qu'ils sont en train de créer, d'inventer, vont affecter les droits humains. C'est un peu... Si on arrive en fait à ce point-là, je serais vraiment ravi. Et ensuite, on a des projets à l'UIT pour que ces recommandations soit appliqué en fait à un niveau national. Quand c'est un niveau supranational, au final, ça reste un peu dans les limbes, ça reste en haut, et qu'on a besoin que ça soit appliqué sur un niveau national. Donc là-dessus, on a également des projets à essayer de pousser et d'aider les États à prendre toute une recommandation ou en partie de réussir à l'appliquer. Alors après, je ferai quand même une petite parenthèse parce que moi, je suis dans le bureau en fait des standardisations. On a aussi un bureau qui est par rapport à tout ce qui est radio, télécommunication. Et là, c'est pas des recommandations, c'est des traités. Et c'est une obligation.
Pourquoi Alors, peut-être pas toujours tous, mais en fait, ils vont passer des traités simplement quand un avion décolle de Genève et la fréquence pour parler à la tour de contrôle est une certaine fréquence. On ne peut pas se permettre, parce qu'on passe la frontière avec la France, de changer de fréquence. Là, c'est des problématiques de sécurité. C'est pour ça, en fait, qu'on touche vraiment à de la sécurité, c'est du traité. Et sinon, c'est de la recommandation qu'on essaye de, évidemment, pousser au maximum. Donc, c'est un peu notre levier de pression, entre guillemets. On va bientôt passer aux questions de la salle, mais avant, je voudrais vous poser une dernière question et je vous demanderai à chacun une réponse brève, mais ça permettra de conclure. Des IA respectueuses des droits humains sont-elles possibles, Suzy? I think they are. Je pense qu'elles le sont, mais je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'on n'a pas besoin de l'IA pour tout. Tout ne se résume pas à des solutions techniques, il y a des choix sociétaux. Donc c'est possible, oui, mais ça n'est possible que si l'on accepte le fait que la technologie n'est pas la solution à tout et l'on n'a pas forcément besoin de solutions techniques à tous les maux de notre existence. J'aime bien ce que vient de dire Suzy. Souvent, on parle de ce qui se passe. On ne peut pas résoudre les problèmes des réseaux sociaux comme la discrimination, car on vit dans un monde où la discrimination est rampante. Donc, si l'on regarde les problèmes posés par l'IA, il s'agit de ne pas s'attacher à la technologie, mais aux gens qui se trouvent derrière, aux mesures incitatives, à la redevabilité, aux responsabilités. Pour moi, ça, c'est la clé. Et je suis entièrement d'accord. Suzy a parlé du côté redevabilité, transparence. Et l'un des problèmes que l'on a lorsque l'on souhaite résoudre ces problématiques, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'informations à notre disposition et se pose la question de l'accès. Oui, je pense que c'est possible. Je pense que ça le sera possible, qu'on aura effectivement réussi à traduire ce que c'est les droits humains en fait sur des problématiques techniques. Et ça, c'est quelque chose de relativement important. Aujourd'hui, je pense qu'on parle encore trop d'éthique. Et on parle mais l'éthique c'est bien, mais on ne sait pas vraiment comment le définir. C'est quelque chose de relativement flou. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur traduire les droits humains. On sait très bien ce que c'est, et de réussir effectivement à les traduire à un niveau technique et de standard technique est important. Et à ce moment-là, on aura réellement réussi à interpréter ou réussir à mettre les droits humains en fait au niveau de la technologie à la base. Merci beaucoup à tous les trois. C'est à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je vois des mains se lever? Il y en a là-bas. Ouais. Bonsoir. Ilan Hacher, Amnesty International, section suisse. Merci aux panélistes OFI FDH pour l'organisation de cette soirée. Je souhaite faire un commentaire pour amener aussi la discussion au niveau de la Suisse et de Genève, et puis informer tout le monde que Amnesty International, avec la société numérique et puis Algorithm Watch, a une campagne en cours qui s'appelle Stop à la reconnaissance faciale. Bien entendu, aujourd'hui en Suisse, on ne vit pas ce qu'on a vu dans le film par rapport à la Chine, mais ces technologies sont aussi en train d'être mises en place en Suisse. Et puis, on a déjà des résultats positifs. La ville, le canton de Bâle-Campagne, la ville de Lausanne, de Saint-Gall ont déjà interdit la surveillance de masse et la reconnaissance faciale de masse dans les lieux publics. Donc voilà, c'est aussi pour tout le monde de se mobiliser, allez consulter le site internet, il y a beaucoup d'informations qui expliquent aussi en droit suisse quels sont les enjeux, et puis voilà, vraiment le but c'est d'arriver à une interdiction partout, même à Genève, où d'ailleurs ça a été discuté au conseil municipal la semaine dernière. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Ceci dit, moi j'en ai peut-être une, ça fait partie des outils, les interdictions des technologies les plus attentatoires aux droits humains, comme la reconnaissance faciale? Yeah, we do call in our Oui,
Notre organisation appelle à un moratoire sur l'usage de certaines technologies ou lorsqu'il n'y a pas suffisamment de garde-fous en matière de droits humains, comme par exemple le logiciel Pegasus. Vous en avez probablement entendu parler. C'est un logiciel qui transforme votre téléphone, votre smartphone en arme finalement. Nous appelons à un moratoire sur ce genre de technologies. Les technologies de surveillance comme les caméras, la surveillance en CCTV, on n'en est pas là, mais nous avons été très clairs quant au fait que ces technologies ne doivent pas être appliquées dans un contexte de surveillance de masse, et qu'ils doivent être simplement utilisées pour savoir qui entre ou qui sort d'un endroit. Merci pour le film et votre débat, votre présence. Ma question, c'est, dans le film, l'épouse de l'avocat emprisonné, torturé, disait quelque chose de très intéressant. Elle disait que la complaisance en fait du plus grand nombre rend possible toutes ces violations des droits humains. Alors ma question c'est à tous les trois, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné le public va quand même finir par s'insurger massivement contre l'utilisation justement de ces technologies numériques et si oui, pourquoi, sinon pourquoi? Merci. Qui veut commencer? Allez, je peux y aller. Je pense que ce sera possible en effet. Faut-il expliquer au public cette problématique de les risques qui sont derrière. Je veux dire, on a mis longtemps, par exemple, en tout cas en Europe, à comprendre la problématique qu'il y avait derrière la protection des données personnelles. Et en fait, quand on en parlait il y a encore 10 ou 15 ans, les gens disaient bah, c'est pas grave, je veux dire, ils prennent mes données, quelle importance ça a. Et ça a mis du temps, ça a mis du temps. Et je veux dire, on va avoir, je pense, la même problématique sur l'IA. Et on doit arriver en fait à passer une masse critique qui va être suffisamment éduquée et dire stop à ça. Et on a besoin, et c'est pour ça qu'on a besoin, comme ici, d'en parler, mais on a besoin d'en parler beaucoup plus largement. Suzy, sur les réactions des opinions publiques? Yeah, I mean, I believe and I. Oui, bien sûr que j'y crois et je crois que je serais bien déprimée si je n'étais pas convaincue que le changement était possible. Alors, bien sûr, la complaisance, c'est un véritable problème, oui. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai décidé d'écrire un livre. Et comme Peggy, j'avais un passé dans les organisations de droits humains. J'ai écrit des documents de position. Puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'écrirais pas un livre qui serait lu par le grand public, un livre qui me permet de partager les choses qui me préoccupent. Le respect de la vie privée, c'est quelque chose qui a commencé à intéresser les gens. Au début, les gens disaient, mais j'ai rien à cacher, c'est pas grave. Et ils n'avaient pas l'impression de perdre contrôle de quoi que ce soit. Pour eux, perdre le contrôle de leur esprit était beaucoup plus perturbant, par exemple. Et je vois ces sujets abordés de plus en plus par le grand public. Et ça me réjouit parce que je pense qu'un jour, les gens vont commencer à se révolter. Dans notre vie quotidienne, cela va s'exprimer par les consommateurs, parce qu'on a la possibilité de faire des choix. Et dans les pays où des élections démocratiques se tiennent, on peut aussi toujours choisir nos politiciens. Et nous avons la possibilité de faire valoir l'état de droit et les droits humains, mais cela va demander que le grand public comprenne de quoi on parle concrètement. Les droits humains, ce n'est pas quelque chose qui ne concerne que des gens à l'autre bout du monde. Cela nous concerne toutes et tous. Peggy? Oui, alors j'ai entendu des choses très intéressantes et je suis d'accord avec Olivier et Suzy. Une chose que je voulais mentionner, c'est le fait que nous devons réfléchir à la manière dont ces sujets interagissent. Il y a bien sûr le point de vue de ce qu'on a vu dans le film, mais aussi ce qui se passe en Suisse. Et dans le monde, de manière générale, il y a une immense fracture numérique.
Et il y a une différence dans la manière dont les technologies sont déployées. Lorsqu'elles sont déployées, souvent, elles sont déployées dans des environnements pilotes pour faire des tests ou dans des endroits où il n'y a pas de réglementation ou alors il n'y a pas le même système judiciaire et les mêmes garde-fous en place. Donc, on ne sait pas ce que les gens savent de ce qui est fait ou non avec les technologies numériques. Donc, il faut réfléchir au-delà du cadre dans lequel nous vivons pour en discuter sur le plan mondial. Oui, bonsoir. Une question par rapport à... Là, on parle d'intelligence artificielle, mais finalement, il y a un lien très fort avec tout ce qui est données, puisqu'on alimente l'intelligence artificielle avec des données. Et après, on retombe sur la problématique de la numérisation de toute notre vie, en fait. Et par rapport aux droits humains, est-ce qu'on ne peut pas se poser finalement la question de savoir si on a encore le droit de ne plus être monitoré, y compris par des États très bienveillants, hein, mais finalement tout étant réglementé un peu dans tous les sens, même les États eux-mêmes ont besoin d'informations pour faire appliquer ou pour savoir si leurs politiques sont effectives ou pas. Et il arrive un moment où finalement une personne qui voudrait rester neutre techniquement, c'est-à-dire ne pas être en permanence face à un ordinateur, on ne lui donne plus le choix, c'est-à-dire qu'elle est obligée systématiquement pour ses impôts, si elle n'a pas de téléphone, elle va pratiquement plus rien pouvoir faire et on va même pas prévoir en fait forcément une alternative. Ça sera à elle en fait à s'adapter finalement à ce changement et on va lui imposer. Qui veut répondre? Peggy? C'est une très bonne remarque et c'est quelque chose à quoi nous réfléchissons effectivement. Quelque chose comme par exemple l'identité numérique, avoir une carte d'identité numérique pour pouvoir avoir accès aux différents services publics. Cela peut avoir un impact sur des gens qui n'y ont pas forcément accès, par exemple parce qu'ils ont un handicap, un certain handicap, ou ils n'ont pas été à l'école ou ils sont exclus d'une manière ou d'une autre de la société. Et ça, c'est quelque chose qui est lié à la transparence également. Nous devons toujours évaluer si une technologie, une fois déployée, aura des conséquences sur sur la population. Aux Nations Unies, nous utilisons l'expression « ne laisser personne pour compte ». Nous avons évalué l'impact des nouvelles technologies sur les personnes âgées. Alors, il y a des choses tout à fait positives qui permettent aux personnes âgées d'avoir accès à des services auxquels elles n'auraient pas pu avoir accès autrement. On voit par exemple des choses positives, mais il y a aussi des évolutions qui sont tout à fait menaçantes pour les personnes âgées. Donc oui, ce que vous mentionnez est quelque chose d'essentiel sur quoi les sociétés vont devoir réfléchir à l'avenir. Dans le cyberespace aujourd'hui, c'est évidemment extrêmement compliqué, à moins de vivre dans une forêt, d'être un ermite. Par contre, on a cherché à mettre en place des solutions qui sont un peu bousculées aujourd'hui, mais quand on a lancé le RGPD il y a quelques années, c'était bien l'idée, c'était que l'utilisateur reprenne le contrôle sur sa vie numérique et sur ses données. Et tout d'un coup, en fait, tout ça est assez chamboulé parce que on se pose réellement la question, et même si l'AI Act cherche un peu à y répondre, de quelle manière, en fait, le RGPD est aujourd'hui utilisé et appliqué ou applicable dans l'intelligence artificielle. On a peu de réponses aujourd'hui par rapport à ça. Et donc, on vit dans un cyberespace. Et je pense que le terme cyberespace, c'est important parce que pendant longtemps, aux Nations Unies, on parlait de offline et online. Mais quand on est dans une Tesla, par exemple, on n'est pas offline, on n'est pas online, on est dans le cyberespace. Et quand je rentre à l'UIT et que je badge, en fait, là, j'ai une relation aussi directement, en fait, avec ce cyberespace. Donc, on est sans arrêt confronté à ça. Je crois que c'est à peu près inévitable et que c'est là qu'on doit faire des technologies qui vont respecter les droits humains et que ce travail est important en tout cas. Suzy, sur la possibilité d'échapper au moins un peu
à la numérisation. Est-ce que c'est encore possible? I think it's incredibly hard, but I disagree that it's inevitable. Eh bien, c'est extrêmement difficile, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit inévitable parce que nous avons toujours la possibilité de faire des choix. Lorsque ma fille est entrée au collège, la première chose qui leur a été demandée, c'est d'utiliser leur empreinte digitale pour payer leur déjeuner. J'ai tout de suite dit non. C'est complètement ridicule. Pourquoi est-ce qu'il faudrait donner son empreinte digitale pour aller à la cantine? Eh bien, ça n'a pas du tout été un problème. Ils ont une carte et puis lorsqu'ils oublient leur carte, ils donnent leur nom, leur classe et puis c'est déduit de leur compte. Mais c'est quelque chose qui est très courant au Royaume-Uni et je crois ailleurs que l'on demande à des écoliers, des élèves d'utiliser leur empreinte digitale pour accéder à la cantine. Et il faut que de plus en plus de gens disent non. Au bout d'un moment, la technologie ne sera plus vendue puisque les gens refusent. Et c'est ça qui est fou, c'est que ces technologies sont vendues aux écoles. Donc si on dit non, eh bien qu'est-ce qui peut arriver de grave? Et on amène son déjeuner et puis c'est tout. Et lorsque je me promène dans la rue, je vais au supermarché, eh bien, mon visage est collecté par des systèmes de reconnaissance faciale. À Londres en particulier, c'est quelque chose qui est omniprésent. Et nous pouvons lutter. Il y a un livre qui s'appelle Privacy is Power, qui est vraiment formidable. Et l'autrice nous dit que ces données, finalement, n'ont pas lieu d'être collectées. On devrait pouvoir vivre différemment. Collecter ces données, cela nous rend plus vulnérables en tant qu'individus, mais en tant que société également. La digitalisation de tout, eh bien, ce que nous avons vu au Royaume-Uni, c'est que la British Library a été attaquée par un rançongiciel. Ce que l'on a vu, c'est une fuite de données, un vol de données de tous les gens qui étaient dans les bases de données de la British Library et qu'on peut retrouver potentiellement sur le dark web. Ce qui est fou, c'est que on s'est retrouvé avec des livres qui datent de plusieurs siècles, qui n'étaient plus accessibles parce que le système ne fonctionnait plus. Donc, il faut se préparer parce que si tout est numérisé, eh bien, on se met dans une position de vulnérabilité, notamment de vulnérabilité liée à la cybersécurité. Donc, il ne faut pas oublier que souvent, eh bien, la sécurité, ce n'est qu'un prétexte pour recueillir des données. Et il nous faut des positions des plans B au cas où les choses changeraient. On va prendre une dernière question. Moi, je vois une main là. Ah, c'est compliqué de choisir. Bon. Thank you. I hope English is okay. Merci, je vais poser ma question en anglais si ça vous convient. J'ai une question un petit peu provocatrice. On parle beaucoup de sécurité, des risques qu'il y a à être trop numérique. Que faire en tant que citoyen lorsque les agences gouvernementales, les agences de sécurité utilisent nos données pour entraîner les algorithmes, pour aboutir à manipuler notamment des élections. Tout ceci, il n'y a pas de frontières. Que pouvons-nous faire à ce titre afin que nos gouvernements soient prêts? S'ils ne collectent pas de données, ils ne peuvent pas entraîner les modèles à se défendre et ils seront donc vulnérables. Donc, quid? Les questions sécuritaires et la protection des droits humains. Je ne sais pas qui veut se lancer sur ce sujet complexe. Well, no, this issue around data La question des données, je suis ravie que Suzy ait parlé du revers de la médaille en évoquant certains risques. C'est énorme comme question. Je ne pense pas que
l'on s'éloigne d'un monde, du monde des mégadonnées. On peut rejeter certaines choses, certaines évolutions. Mais ce que l'on essaie de faire, c'est de voir comment on peut utiliser le potentiel des mégadonnées pour faire le bien. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a des choses bien qui peuvent émaner de cela. Mais dans le contexte électoral, quelles sont les restrictions qui doivent être en place pour vérifier, pour faire en sorte que le scénario catastrophe ne se produise pas? Vous avez parlé de données utilisées pour entraîner les modèles linguistiques, les grands modèles linguistiques de l'IA générative. Mais les entreprises qui utilisent ces données, on se pose la question de savoir si elles ont violé des lois ou pas. Suzy a parlé de la responsabilité et qui pourrait être une limite. Non, Suzy? Yeah, I mean, I think it's a complicated question. C'est une question complexe. Il me semble que l'un des problèmes, c'est que l'on traite cela comme une question un petit peu manichéenne, c'est soit tout, soit rien. C'est plus compliqué que cela. Il ne s'agit pas de dire à nos gouvernements qu'ils ne peuvent pas nous défendre contre les cyberattaques, pas du tout. Il s'agit de comprendre ce dont on a besoin, ce qui doit être développé, ce qui est nécessaire pour permettre cette évolution et ce que cette évolution entraîne pour les sociétés démocratiques. Donc il faut avoir une approche plus nuancée et une approche juridique, pays par pays, voir ce dont on a besoin eu égard à notre propre situation, tout en respectant les droits humains et notre législation. Donc c'est pas tout ou rien, c'est bien plus nuancé que cela. À tous les trois, merci à vous. Bonne soirée et bonne continuation de festival.